Frenchies et bienvenue dans une nouvelle émission, Le Mag, notre étape numéro 2 sur le Mag. Après avoir reçu Joris de Hawks France, on a le plaisir d'accueillir quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Je vais laisser un peu le suspense et je vais dire bonjour à Simon. Salut Simon. Salut Tedesco, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. C'est un plaisir partagé et le plaisir il est encore plus grand car aujourd'hui on a la chance d'accueillir Dom de la chaîne The Ball Don't Lie sur Twitter. Salut Dom. Salut. Et aussi sur YouTube, hein, bien sûr. Écoute Dom, je vais te laisser te présenter. Alors moi, c'est Dom, Ball Don't Lie tout simplement. Je sais pas si vous avez la référence à la base. Hogan missed the first free throw. Je fais des podcasts tous les soirs sur YouTube et maintenant on m'a dit de me mettre sur Twitch parce qu'apparemment c'était la plateforme streaming qui était plus intéressante, donc je commence à m'y mettre lentement. Je fais des podcasts tous les soirs où je parle un petit peu de la carte NBA, je vais dire tout ce qui va se produire, je fais une petite lecture Madame Soleil. Qu'est-ce qui va se passer ce soir en NBA? Donc je vais parler un petit peu des match-ups, des hommes, des gars en forme, les joueurs en méforme, les équipes qui tournent bien, les équipes qui tournent moins bien. Je vais donner mon avis en essayant d'être le plus objectif possible. Et puis voilà quoi. Et ça marche bien parce qu'on a pas mal de personnes qui ont commencé à suivre parce qu'ils ils voulaient découvrir un petit peu la NBA. C'était un petit peu mon leitmotiv, essayer de fournir un truc que j'aurais aimé voir quand j'étais gamin, parce que maintenant, pas bientôt, je viens d'avoir 40 ans. Quand j'avais 15 ans, j'adorais la NBA, mais c'était pas toujours facile de trouver des trucs intéressants. Là, l'ère où on est, on peut trouver beaucoup de contenu. J'essaie de trouver un truc un peu différent de ce qu'on peut trouver. Et puis suite à ça, c'est greffé un petit peu la communauté des parieurs qui ont commencé à me suivre parce qu'ils trouvaient qu'il y avait une bonne corrélation avec ce qu'eux recherchaient. Et voilà quoi. Ouais, moi je sais que je t'ai découvert sur Twitter, via la communauté des parieurs. Et puis j'ai découvert quelqu'un de passionné de basket et qui, avant d'être un tipster, comme on dit, est surtout quelqu'un qui va parler basket tous les soirs. Et tous les soirs, on a le droit à 1 heure de podcast où on parle de l'actualité basket. C'est ça. Moi, je me considère vraiment pas comme un tipster, parce qu'un tipster, il va il va regarder la carte des matchs. Il a déjà une petite idée en tête de savoir, voilà, là je pense que là il y a un coup à faire sur tel ou tel match, ou alors il va essayer de retrouver une value, comme ils appellent ça, une erreur de cote du site de Paris. Moi, quoi qu'il arrive, je vais parler de tous les matchs, je ne vais pas en laisser un de côté. Je vais mouiller, voilà ce que je pense sur tel ou tel match. Généralement, sans me jeter des fleurs, j'arrive un petit peu à taper dans le mille, sauf des fois on tape. La NBA devient de plus en plus dur à pronostiquer. Si vous êtes fan, vous savez très bien que la NBA change avec le renouveau 3 points à outrance. Ça change un peu la physionomie de tous les matchs. Et ouais, on sait que en fonction de si c'est une journée sans, une journée avec, au niveau de l'adresse, ça va changer complètement un match. Ouais, en fonction de l'adresse à 3 points, c'est sûr que ça peut tout changer. Mais toi, ça fait combien de temps que tu suis la NBA du coup? Depuis le collège, ça a commencé tout bête. À l'époque, je sais pas si vous avez connu les cartes Upper Deck. Non. J'ai pas fait ça, non, j'ai pas fait. En fait, il y avait des petits jeux. Un peu comme les cartes Magic, il y avait la même chose pour la NBA. Moi je me rappelle à l'époque, la meilleure carte c'était Kareem Abdul-Jabbar, donc c'est pour vous dire à l'époque quand je commençais à suivre, il jouait encore. Donc en gros je devais être en 5e. Et je sais que j'ai des potes qui ont ramené ça dans la cour de récré et puis on jouait une espèce de bataille. Donc en gros chacun a une carte au début du match. On a un tas de cartes, chacun a un tas de cartes. Par exemple on va annoncer rebond. Et tu vas retourner ta carte. Si toi tu as Michael Jordan qui tourne à 7 rebonds et que moi j'ai Jabbar qui a 15 rebonds, j'ai gagné, je te prends ta carte. Et c'était okay. Et en fait c'était le premier contact un peu avec la NBA. Après j'ai commencé à regarder un petit peu des matchs. Après il y a eu la folie en 92, les JO. Et puis ça a commencé peut-être tout bêtement avec la marque Jordan. Ouais, bien sûr. À l'époque, il y avait les Jordan 6. Je ne sais pas si vous voyez c'est lesquels.
c'est les Jordan pour moi qui étaient les plus mythiques. Si vous voulez, je les ai juste derrière, je vous les montre. Et, Ah, je veux bien, ouais. Je les prends tout de suite, c'est de la tuerie. Alors voilà, c'est celle avec le petit bitonio pour tenir les lacets. Et on est vraiment hyper pas bien dedans, hein. C'est pas confortable du tout. On a super chaud, mais elles sont tellement classe. Elles sont en daim, donc on peut pas les mettre quand il pleut, on peut pas les mettre quand il fait trop chaud, mais on a l'impression d'avoir trop la classe quand on les a. C'est déjà ça, Donc au collège, j'ai commencé à aimer, à trouver cool la marque Jordan et tout. Commencer un petit peu à s'intéresser à la NBA. À l'époque, on pouvait pas regarder les matchs. Il y avait un match par semaine. C'était sur la 3 à l'époque, ou sur la 5, un des deux, je me rappelle plus. Et voilà quoi, j'ai commencé à m'intéresser. Après Internet est arrivé, j'ai commencé à télécharger des matchs. J'étais en 56K, donc il fallait attendre une nuit entière pour pouvoir regarder un match d'il y a 2 jours. Et voilà, on a commencé à suivre comme ça. Et puis dès que la NBA a ouvert le League Pass, là ça a tout explosé. Ouais. Et quand est-ce que tu t'es décidé à être un actif de la communauté basket en France? J'ai fait une fac d'anglais. J'aimais pas trop travailler les cours, par contre j'aimais vraiment beaucoup l'anglais à travers le journalisme sportif. Depuis que j'ai 16-17 ans, je lis beaucoup de presse US, ESPN. À l'époque il y avait Dime, le magazine, c'est un truc qui ressemble un petit peu à Slam, qui faisait des récaps de la nuit en NBA, et puis c'était en anglais, quoi. C'était vraiment bien. Et je me suis aperçu que j'apprenais plein de vocabulaire, que je bossais mon anglais, et vraiment dans le kiff total, parce que c'était NBA, quoi. Et j'ai commencé à me mettre là-dessus. Après, j'ai un petit peu amené avec moi quelques collègues à l'époque du lycée, qui ont commencé vraiment à aimer ça. On a lancé un premier site, à l'époque ça s'appelait Unlimited NBA. Je crois qu'il était en 2002, je crois. Après, j'ai fait un blog, à l'époque des blogspot, je ne sais pas si vous avez connu. J'avais un blog que j'ai dû tenir pendant 5-6 ans. D'ailleurs, sur mon blog, il y a 2 personnes que je vois encore, qui sont encore sur la communauté Twitter. Il y en a un des deux qui écrit souvent, et je crois qu'il doit avoir les accès du compte spurs.fr, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il est dans cette équipe-là. Et les communautés francophones parce que chaque équipe NBA a son compte officieux sur Twitter. Francophone. Bien sûr, ouais. On avait interviewé Joris de Hawks France sur Twitter. Ah ouais, Hawks France, ouais. Et je crois qu'un des gars de Suns France, c'était quelqu'un qui avait écrit sur mon blog. J'avais un blog qui commençait à être... il y avait peut-être il y a 500 personnes qui le lisaient. Ça devenait intéressant, quoi. Il y avait pas mal de monde qui commençait à suivre. Et voilà, quoi. Puis après, je suis arrivé sur Twitter tout doucement. Au début, sur Twitter, quand on n'a pas de contact, au début, on a l'impression qu'on parle à des personnes, on n'a pas toujours de réponse et tout. C'est con, hein, mais les gens répondent quand on a beaucoup d'abonnés. Les gens se sentent un peu forcés de répondre parce qu'ils ont l'impression que la personne est plus importante alors que ça change rien. Et donc, à force des échanges avec un petit peu tout le monde, j'ai commencé à me lancer sur Twitter. Et qu'est-ce qui a tout fait démarrer à l'aventure Ball Don't Lie? C'est tout con. Je me suis pris un petit peu la tête avec des gars justement de la communauté FR qui étaient pas très sympas. Il y avait l'ancien des Spurs et l'ancien des Cavaliers. Donc ils étaient sur des discussions, et les Cavaliers.fr, donc c'est plus le même, hein. Je me rappelle un jour, ils étaient en train de parler, c'était avant que Kevin Love soit échangé avec Andrew Wiggins. Ils parlaient de ça, donc pour eux, ils disaient qu'il fallait absolument garder Wiggins avec James et tout. Puis moi, je leur ai dit que non, Wiggins, ok, il y a la promesse d'un super joueur, mais déjà, on sait déjà qu'il n'a pas un super shoot, donc avec James, c'est redondant, on ne peut pas avoir deux joueurs sans shoot, ça ne marche pas trop.
Et en plus, Love, à l'époque de Minnesota, il était énorme et c'était un joueur qui était parfait pour aller avec James parce que c'est un joueur qui est stretch, c'est un joueur qui est rebondeur. Il n'est pas bon en défense, mais voilà, James, il n'a pas besoin de grand-chose. Il a besoin d'un peu de rebond, un joueur qui perd pas de ballon, un joueur qui est capable d'écarter le jeu pour lui et puis ça pourrait leur permettre de shooter, ouais. Donc moi je leur avais dit, puis au final j'ai eu raison parce que Wiggins il a explosé cette saison et toutes les autres années il était décevant quoi. Et encore il a explosé sur 10 matchs et là il a un coup de mou. Ouais, il baisse un peu. Donc voilà, et puis donc moi je leur donnais mon point de vue et vu que moi je vis vraiment NBA depuis que je suis gamin. Quand je me balance sur un point de vue, c'est pas un petit feeling, c'est vraiment que j'ai réfléchi à la chose. Donc moi, je leur donnais mes arguments, donc même si c'était un petit peu un pavé, et puis eux, je sentais que c'était pas le même niveau d'analyse. Ils me balançaient des réponses, et au bout d'un moment, il y en a un qui me met... De toute façon, moi, je parle même pas à ceux qui ont moins de 100 followers, et ils étaient tous morts de rire là-dessus. Il y en a qui me bloquaient parce que je leur disais qu'ils étaient nazes quoi, de réagir comme ça. C'est pas parce que j'ai 1000 ou 10 000 ou 100 followers que mon avis compte plus ou moins. Et il m'avait pris de haut. Et je me dis, c'est comme ça. Bon, écoutez, ce que je vais faire, tout simplement, je me suis dit, ce que je vais faire un truc de basket dans mon coin. Et puis les gens, ils vont voir qu'au niveau NBA, je les défonce, quoi, tout simplement. Niveau connaissance. Et c'est par fierté, hein, c'est bête, mais c'est par fierté. Et je leur ai montré ça. Et puis maintenant, après, c'était marrant parce que le jour où j'ai dépassé en termes de popularité, à l'époque, l'ancien compte Spurs, je rigolais avec un copain, je me dis, maintenant, aujourd'hui, je vais me renommer, je vais m'appeler Spurs FR. En gros, maintenant que j'ai plus de followers, ce serait moi qui aurais pris les gens qui cherchent les infos. Mais bon, je ne l'ai pas fait, c'était pour taquiner un petit peu. Mais voilà, l'histoire, elle part de... ça m'a vexé de voir un gars qui dit, de toute façon, moi, je parle pas aux gens qui ont moins de 100 followers, parce que c'était... et ça les faisait rire, je trouvais ça tellement bête, parce qu'en plus, l'histoire prouve que j'ai eu raison. Et avec Wiggins et James, ils n'auraient pas eu de titre, hein, tout simplement. Et puis et puis maintenant, tu as une super commu qui te suit. Il y a beaucoup de monde qui te suit, faut le dire. J'ai eu le compte qui a été bloqué cet été. J'étais à 19 000 abonnés, qui a été suspendu par Twitter. Et là, on a recommencé depuis juillet. Et là, on est passé à 11 300, je crois, hier ou avant-hier. Ouais. C'est marrant de voir c'est impressionnant. C'est marrant de voir les dessous de Twitter et de voir les échanges que tu peux avoir. Mais du coup, tu as une équipe en particulier que tu suis, une équipe qui tu parlais des Spurs, des Cavaliers. Moi, je suis pas du tout fan. Vraiment, je suis fan d'aucune équipe. J'ai jamais réussi à comprendre, même dans le foot. En fait, je suis la NBA depuis que j'ai 15 ans. J'ai toujours joué au foot. J'ai fait du basket pendant 5-6 ans. Je préférais largement aller... Moi, à mon époque, il y avait les tournois 3-3 qui reviennent un petit peu en ce moment, mais à l'époque, c'était vraiment... il y avait les 3-3 Converse, les 3-3 Blacktop. À l'époque, c'était vraiment des tournois... C'était vraiment gros, ces trucs-là. Moi, j'aimais bien le basket street un petit peu, et c'était pas le basket street qu'on voit maintenant avec des mecs comme Kyrie Irving qui lâchent pas la balle et qui... End One a tué le street, en fait. À l'époque, le basket street, c'était simplement du basket, mais tu jouais dehors en 3 contre 3, donc il y avait un peu plus d'espace. Après, il y a End One qui arrive avec leur vidéo farce, là, avec les mecs qui balancent le ballon dans le t-shirt, qui font 25 marchés, mais bon, s'il a réussi à te faire retourner, mais qu'il n'y a plus de règles, quoi. Et ça, moi, j'ai trouvé ça naze. Et donc, moi, j'ai toujours joué au foot depuis gamin, j'étais pas mal, donc j'aimais bien. Puis je vibre plus en jouant au foot. Par contre, un match de foot m'emmerde très vite. Je m'endors devant un match de foot, devant un match de basket, je peux pas dormir, quoi, parce que la dramaturgie des 2 dernières minutes d'un match de basket, je pense qu'il n'y a pas plus intéressant dans le sport. Ouais. C'est rare, je crois que tu es la première personne que je rencontre qui n'a pas une équipe qui suit en particulier, parce que c'est assez difficile de suivre tous les matchs et de suivre toutes les équipes et toutes les infos, et on a tous en général une équipe qui nous fait un peu plus vibrer que d'autres, même si on regarde le plus de matchs possible. L'avantage du League Pass maintenant, c'est que tu as le multi-écran. Moi, j'ai un écran d'ordinateur qui est, il est pas gigantesque, mais je crois que c'est un 23 pouces, et ça fait que je mets 4 matchs en même temps, et vu qu'il y a toujours des lancers francs, des trucs comme ça, je suis 4 matchs.
Et puis vu que dès qu'il commence à avoir 15 points d'écart, 20 points d'écart, bah, je lâche un peu plus et je focus les autres, hein, parce que ça permet de suivre beaucoup d'équipes, de voir un peu le style de jeu des équipes, de voir plein de joueurs différents. Et j'ai toujours eu du mal, j'arrive pas à comprendre comment on peut aimer une équipe. Par exemple, je sais pas, on va dire tout bête, le gars qui aimait les Pistons de l'époque. Les Pistons, une équipe qu'avec des guerriers, une équipe de dur, une équipe où les gens saignaient sur le terrain. Et puis maintenant, quand on regarde l'équipe des Pistons cette année, moi, si j'étais un fan des Pistons, je comprendrais pas. Hein, j'aurais un ulcère. Dégueulasse. Il n'y en a pas un qui défend dans cette équipe. Il n'y en a pas un qui a l'air un petit. Tu vas te faire des ennemis, Dom. Attention. Pardon? Tu vas te faire des ennemis, Dom. Attention. Non, mais ils le savent. Hein, parce qu'en plus, je m'entends bien avec le gars de la communauté des 3 je sais. Et souvent, je lui mets des petits messages un peu pour chambrer. Je dis putain, mais vous aviez une équipe qui était tellement géniale et maintenant elle est tellement dégueulasse. Blake Griffin, c'est une superstar hyper surcotée. Drummond, pareil. Derrick Rose, malheureusement, c'était un joueur totalement génial, mais maintenant on a quoi? On a 30% de Derrick Rose. Ouais. Le joueur le plus intéressant des trois en ce moment, c'est qui? C'est Luke Kennard. C'est pour dire à quel point cette équipe, elle a coulé, quoi. Ouais, c'est pas évident. Donc voilà, moi j'aime bien. Je pense qu'on apprécie juste suivre une équipe dans le temps, et puis c'est une question d'espoir aussi, de voir l'équipe revenir. Comme les Spurs par exemple. On espère toujours. Les Spurs, ils sont malheureux, ils sont tristes en ce moment. Hein. Ouais, mais après ils ont eu des belles heures. Hein. Il y a des équipes plus. Tu sais, nous, Dom... Ce soir, qu'est-ce qui t'excite? Ce qui va t'exciter, c'est de voir un beau match ce soir. Est-ce que ça va... Moi, j'arrive pas à comprendre. T'as un Spurs-Charlotte et t'as un Toronto-Miami que tu vas te dire, allez, je vais suivre mes Spurs contre Charlotte. Alors qu'à côté, tu sais que t'as un match où ça va jouer, quoi. Toronto-Miami, tu sais que ça va jouer. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'arrive vraiment pas à comprendre... Soi-disant, moi j'ai un cœur Spurs, je vais me focaliser à regarder mon équipe avec Popovic et son cinéma. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette notion de fan d'une équipe. Et dans le foot, c'est pareil. Hein, la seule équipe que vraiment j'ai aimé beaucoup quand j'étais jeune, les deux seules, elles se ressemblent, c'est le FC Nantes. La Nantaise, quand j'étais jeune, j'étais surpris de voir des équipes qui jouent en 2 touches de balle, avec Pedros, avec Loco, avec Makelele, avec Carambeu, des équipes qui jouent vraiment un beau foot, et surtout l'Ajax avec des gamins de 18 ans et 19 ans, avec Edgar Davids, avec Canou, avec Kluivert, qui avaient tapé le Grand Milan. Ça m'avait vraiment fait vibrer, et d'ailleurs chaque année, moi ma femme est chinoise, on va souvent, elle va souvent en Chine, et moi de temps en temps, tous les 2 ans j'y vais, et je reviens avec un maillot de l'Ajax parce que c'est l'équipe de cœur, je dirais, mais je les suis pas, quoi, mais c'est l'équipe de cœur parce que j'aime bien le délire formation, et c'est exactement pareil pour le FC Nantes aussi à l'époque, quoi. Et en NBA, il n'y a pas ça, parce qu'il n'y a pas de formation, c'est une ligue fermée. Il n'y a pas de formation, ouais. Il n'y a pas de formation. Voilà. Il y a de moins en moins de joueurs qui sont attachés à leur franchise et qui restent toute leur carrière dans une franchise. Donc c'est vrai que c'est différent. C'est différent. Après, ils sont un peu obligés aussi par rapport au fait qu'à l'époque, vu que chacun essayait d'être l'emblème de sa franchise, les équipes, mine de rien, elles étaient un peu faibles parce que c'était une équipe avec une star. Et si on a de la chance à la draft, on a une deuxième star, mais il n'y avait pas de méga trade, méga signature. Maintenant, avec la mode de James qui était parti à côté de Miami, les gens ont commencé à faire des super teams. D'ailleurs, ils le disent tous dans les podcasts américains, hein, ils disent que James, il a totalement changé les états d'esprit. On s'est dit, ah ouais, en fait, pour gagner un titre, tu peux t'en foutre de ton équipe, tu vas chercher le titre avec un autre top player. Les gens, ils ont commencé à faire ça. Après, Durant est tout simplement parti à Golden State, il l'a dit en interview, il est parti à Golden State parce que James est parti à Miami. Ça lui a montré la voie. Il y a Garnett aussi un peu qui avait fait ça. C'est aussi Garnett qui a lancé ça avec les Celtics. Mais Garnett, c'était un peu différent dans le sens où il commençait à être sur le déclin. Quand il arrive à Boston, Garnett, c'est pas le même joueur qu'il y avait à Minnesota. À Minnesota, Garnett, c'était un MVP. C'était un candidat MVP. À Boston, ça n'a jamais été le meilleur joueur de l'équipe. Ils avaient une très très bonne équipe, mais c'était pas le meilleur. Pierce était au-dessus de lui à cette époque-là. Rondo a été très très fort, mais pas longtemps. Voilà quoi. Après,
James a changé les esprits et maintenant, je me demande ce qu'il va dans 3-4 ans, tout ce qui est Devin Booker, Karl Anthony Towns, le groupe de potes. Ah non, dis pas ça, Dominique. Hein? Moi, je suis pour les Suns. Et Booker me fait rêver, ne dis pas ça. Oui, non, mais il va rester. moi, il m'énerve. Je trouve vraiment que c'est une tête à claque. Par contre, il est sublime à voir jouer. Vraiment, il est sublime. C'est du basket il est magnifique. Et puis, ce qui est surprenant, c'est que je pense sincèrement que s'ils font un sprint entre tous les arrières, ça doit être le plus lent. Il est pas explosif, mais il arrive toujours à se débrouiller. Hein. Il est impressionnant, quoi. Puis quand il est chaud, je pense qu'en NBA, ils appellent ça le heat check. Le heat check. Donc le gars qui prend feu, quoi, qui prend la chaleur. Le joueur le plus violent à ça, c'est Klay Thompson. Hein. Klay Thompson, quand il prend feu, il peut mettre 60 points en... L'autre fois, j'avais revu, c'était quoi 60 points en 3 quarts temps, en posant 11 dribbles dans le match et en touchant la balle 50 secondes. Ça, c'est improbable. Ça, c'est totalement improbable. Mais après lui, c'est Devin Booker. Il lançait des cailloux dans la mer à ce moment-là. Ah, c'est hier, les Pelicans sont goûtés un petit peu à du Devin Booker qui prend feu, hein, donc on est le. Ouais. Voilà. Ça a été serré quand même. Hein. Ils sont quand même allés en overtime. Mais... Ah ouais, de toute façon après c'était deux équipes. Des équipes un petit peu avec des bons joueurs, mais des équipes qui sont totalement remaniées avec trop de blessures. Ça pouvait s'attendre à un match un petit peu difficile. Hein, et puis, mais le match aurait pu être fini avant. Hein. On a Rubio qui rate un 3 points ouverts. C'est Rubio. Hein. C'est un bon joueur. Oui, voilà, c'est pas le gros tireur à 3 points. Même Booker, il loupe un 3 points qui peut clore le match à la fin. Voilà, après, il y a Hayes, il fait peur quand même celui-là. Je crois que 2 minutes avant, il lui met un contre assez violent. Il est hyper long, lui. Hein. Ça va être un bon joueur dans quelques années, hein, Hayes, hein, Jackson Hayes. Bah tiens, tu parles des rookies. Pour toi, c'est qui le rookie de l'année pour l'instant ? Pour ce que j'ai vu, moi, franchement, j'aime bien Devonte Graham de Charlotte. Parce que c'est, bien sûr, Morant, il a les belles stats. Morant, mine de rien, il a une équipe qui a des joueurs intéressants. Hein. Valanciunas, c'est un très bon joueur. Jared Jackson Jr., il y a encore un an, les gens, mais surtout au niveau... Quand je dis les gens, quand je parle des journalistes, je parle toujours des journalistes américains, parce que je lis pas la presse française, et je lis énormément de presse américaine. Et ils sont tous unanimes là-dessus. Pour eux, Jared Jackson Jr., ça va finir un top player. Pourquoi ? Déjà, il est super grand, il peut jouer 4-5, il peut shooter à 3 points, il met ses lancers francs. C'est assez rare ce profil. Et il est capable de marquer poste bas, donc c'est un profil qui est très rare. Il a du mal un petit peu en ce début de saison, hein, parce qu'il prend toujours des fautes un peu débiles. Mais là, il commence un peu à prendre feu. Donc Morant, mine de rien, il a des bons joueurs autour de lui. Il a un Jake Roder qui est un bon role player. Il y a Dylan Brooks qui est pas mal. De l'autre côté, à Charlotte, en début de saison, quand on voyait ce roster, il faisait rire quand même. On se disait, franchement, oui. Rosier, il a pris la thune, mais il va jouer avec des clowns. Et au final, Rosier, qui est venu là pour jouer meneur parce qu'il était dégoûté de ne pas jouer meneur derrière Kyrie Irving et derrière Marcus Smart. Au final, Rosier, il arrive. Il y a un meneur qui est plus fort que lui, qui est rookie, et il décale Rosier en arrière. Au final, il est meilleur qu'il a jamais été en jouant arrière, parce que c'est pas un vrai créateur, mais c'est un joueur qui est très actif. Et Devonte Graham, moi je trouve qu'il est surprenant ce joueur. Il est mature, il a un gros gabarit. Il est un peu plus vieux, hein. Il a 24 ou 25 ans pour un rookie, mais il a un gros gabarit. Si tu regardes de profil tous les meneurs de la ligue, je pense qu'au niveau du coffre, il n'y en a pas 50 qui sont tankés comme lui, quoi. Donc il est capable de prendre des chocs. Et puis, c'est un bon passeur en plus. Un bon passeur, et il peut prendre feu, hein. Après, ce qui lui manque, c'est qu'il shoot 3 points, mais bon, après, c'est la nouvelle tendance NBA, quoi. Donc tu le vois comme rookie de l'année, du coup ? Je pense pas sur la durée, parce que un joueur comme Morant, qui a 19-20 ans, il a une marge de progression qui est fatalement un peu plus grande, parce qu'il est très jeune. L'autre a 24 ans, il va beaucoup progresser, mais pas autant que Morant. Il n'a pas la même expérience. On le voit, hein, entre Morant des premiers matchs et Morant juste avant qu'il se blesse. Contre les Lakers, ils ont la meilleure défense intérieure, avec Davis, avec Howard, avec Maggie. L'autre, il rentre en drive comme il veut. Tout le monde sait. J'avais lu des journalistes qui disaient que le scouting report sur Morant, il était simple, empêchez-le d'aller à gauche, parce qu'il finissait tous ses lay-ups
partait main droite et il finissait main gauche. Tout le monde le sait. Le truc, c'est que le gars, il te met 30 points contre les Lakers. La plupart en drive, ils font sur Dwight Howard et boum, il finit main gauche. Donc le gars, ils connaissent le scouting report, ils savent ce qu'il va faire, il y arrive quand même. C'est qu'il a quelque chose de spécial, quoi. Lui, il va vraiment être très 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 bon, hein, Morant. Bah, oui, on l'avait vu en NCAA, hein, il était pas forcément attendu en NCAA et il avait explosé la saison de tout son talent. Donc c'était impressionnant. Et si du coup on en est sur les bonnes recrues, si on parle même en dehors des rookies, quelles sont pour toi les bonnes et les mauvaises surprises de cette saison-là, de ce début de saison? Les bonnes, franchement, Baines, c'est dommage que Baines se soit blessé. Parce que quand Ayton s'est fait suspendre pour dopage, Baines a été vraiment très bon avec Rubio et Phoenix a été vraiment très très bon. Après, malheureusement, Rubio a commencé à avoir des problèmes physiques, Baines aussi, donc Baines il s'en sort toujours pas. Là, dans 6 matchs, il y a Ayton qui revient, donc c'était peut-être un peu un mirage pour Baines, hein, parce qu'Ayton c'est le joueur à développer, parce que ça peut être un joueur qui est très intéressant, hein, il a un physique de malade. Mais j'avais lu que le plan de Phoenix, ils se demandaient s'ils n'allaient pas à terme mettre, parce qu'Ayton a un très bon shoot, essayer de partir avec Baines et Ayton ensemble. Ayton en 4. Mais le problème c'est qu'Ayton n'est pas très bon en défense, et s'ils vont jouer contre une équipe avec des 4 fuyants, par exemple les Pelicans, en ce moment ils jouent souvent avec Ingram en 4. Si tu as Ingram qui attaque face à Ayton, Ingram il va mettre 35 points. Il a du mal, Ayton, sur les déplacements latéraux. C'est ça. Quand il se fait un peu déborder, il galère. Et puis... Ouais, mais de l'autre côté, Ingram il est frêle, Ayton il peut l'enfoncer aussi. Pas forcément, parce que Ayton en attaque, tu peux pas avoir Ayton et Baines. En fait, si Ayton il va se positionner près du cercle, ils vont switcher. Le pivot, des Pelicans, ils vont switcher. Et puis, de toute façon, Baines c'est pas un pur scoreur. Hein, il va souvent se mettre en tête de raquette. Et puis après, à ce moment-là, il balance Ingram dessus, il est long. Et il va pas le prendre dos au panier depuis les 3 points, quoi. Non. Mais et puis très très curieux de voir Zion Williamson, sa pré-saison elle est tout simplement folle. Dans un style de jeu qui n'existe pas en NBA, hein. Un mec qui joue qu'en cut, tu le serres, il arrive lancé, boum, il finit en puissance, il est puissant mais il peut finir en finesse aussi. Son profil il n'existe pas, hein. Il n'y a pas d'autres joueurs comme lui en NBA, des joueurs comme lui, non, je vois pas, même dans l'histoire des joueurs avec vraiment ce profil qui rentre. C'est là en pré-saison, il faisait quoi? Il faisait des 11 sur 13, des 11 sur 15, des 12 sur 15. Il n'a pas de shoot parce qu'il prend peu de risques en fait. Il n'a pas besoin en fait. Et son physique et ses mains, parce qu'il a des très bonnes mains aussi. Après, c'est de la pré-saison. Hein. Moi je me rappelle. Plus jeune, je m'extasiais un petit peu, je me dis oh putain il va tout casser. Je me rappelle notamment d'un Jerry Bayless, à chaque fois qu'on le regardait en pré-saison, on se disait mais putain c'est Damien Lillard, mais non en fait. C'est que la pré-saison les mecs ils jouent à 10%. À voir, mais bon je pense que Zion Williamson ça va être un très bon joueur et malheureusement je pense qu'à 32 ans on n'a plus de Zion Williamson en NBA quoi. Un gabarit comme ça peut pas durer. Ouais c'est sûr, je pense qu'il va faire une saison courte et intense. Regarde par exemple Blake Griffin. Sa meilleure saison en carrière, c'est peut-être sa saison de rookie. C'est con, hein. Il était monstrueux au rebond, il était inarrêtable en attaque. Il n'avait pas de shoot, hein, mais il shootait à plus de 50% d'adresse, il mettait une vingtaine de points, il prenait plein de rebonds. Et c'était vraiment un problème pour l'arrêter parce que c'était un bourrin qui déménageait tout et puis dunkait, il faisait peur aux gars. Maintenant Blake Griffin c'est trop cool, le gars il défend pas, il fait que de râler, il s'embrouille avec tout le monde pour rien, il prend des shoots à 3 points alors c'est le plus costaud sur le terrain, c'est le plus large et il prend des shoots à 3 points, l'autre fois il prend une dizaine de shoots à 3 points. Le jour où il est à droit il va mettre 6-3 points, il va faire un gros match. La plupart du temps il est en régression totale hein, avec son style de jeu. Il s'adapte un petit peu, mais il tourne à 7 rebonds, ça va pas. Il va shooter à 47%, il joue pas sur ses forces. Et je vois pas. Mais le problème, c'est qu'il régresse aussi physiquement. Donc, vu qu'il régresse physiquement. J'avais lu un truc sur lui. On lui demandait pourquoi est-ce qu'il dunkait. Il faisait plus des dunks de malade. Et pourquoi il faisait plus trop les concours de dunk après en avoir gagné.
Il avait dit que c'était tout simple, c'est qu'après la première saison NBA, il s'était rendu compte que mi-saison, il était cramé, il avait les mollets, il avait mal de partout. Et, parce que son style de jeu, parce que c'est quand même du 115 kg, 120 kg de muscle, il faut le lever tout ça. Et lui, il a quand même eu la chance, il a eu toujours plein de petits pépins, mais il n'a pas eu des gros pépins qui le bloquent. Zion, moi j'ai vraiment peur pour lui. Là, il a déjà du mal. Il avait déjà du mal en NCAA de jouer tout le temps. Là, il est déjà blessé. Il est blessé pré-saison, blessé dès le début de la saison. C'est un gabarit qui va pas tenir. Et toi, du coup, Dom, par rapport à cette saison, est-ce que au niveau de la course des MVP, qui est-ce que tu vois remporter cette course-là? Moi, pour moi, MVP, c'est clair, hein, c'est Giannis. Hein, donc bien sûr, on a Doncic qui pousse, qui est intéressant. Après, Doncic, il a une équipe qui est magnifique pour son style de jeu. Hein. Il joue avec que des shooters à 3 points. Il joue avec des bons défenseurs en Kleber et puis surtout pour Porzingis, il fait 2m20 le gars. Il fait peur à tout le monde. Donc, il a une belle équipe autour de lui, mais il n'a pas l'aura défensive que peut avoir un Giannis. Un Giannis, c'est peut-être un des 5 meilleurs défenseurs de la ligue. Et en attaque, il commence à progresser un truc de dingue. Jusqu'à présent, il marquait ses 30 points en jouant comme un bourrin. Là, il commence à faire des matchs à 3 points, 4-3 points. L'autre fois, il me semble, contre Utah, il met 50 points sans aucune balle perdue. Et il met 3 points. Là, au bout d'un moment, le gars, c'est pas loin du joueur qui devient parfait. Hein. Pas de balle perdue, tu prends 15 rebonds, tu mets 50 points. Ça devient très très fort, ça devient un gros problème, Giannis. Hein. LeBron, Kawhi, non. Non. Leonard, il sera jamais MVP de sa carrière parce qu'une saison régulière, c'est trop long pour lui. Il a pas malheureusement, son corps peut pas tenir une saison régulière. L'année dernière, il nous fait une fin de saison terrible parce qu'il s'est économisé toute la saison. Il joue pas les back-to-back. C'est un joueur qui, il y a des joueurs comme ça qui sont talentueux. Au foot, il y en a eu des milliers, mais qui n'ont pas un corps fait pour la répétition des matchs NBA. Kawhi Leonard, c'est ça. Et puis voilà quoi. Kawhi Leonard, non, jamais MVP. Peut-être des finals, c'est possible parce que tu joues 20 matchs, tu peux l'être, mais sur 80 matchs, il peut pas. James, malheureusement, quand tu vas peser le pour et le contre, je pense qu'au bilan, les Lakers et Milwaukee, ça va pas finir loin l'un de l'autre. Tu regardes le stat, il est au-dessus quand même Giannis, même si James fait une grosse saison. James a l'avantage de jouer avec AD qui est top 5 ou top 7 NBA. Voilà quoi. Alors que Giannis, son deuxième meilleur joueur, c'est pas qui c'est. Hein. Est-ce que c'est Middleton? Est-ce que c'est Bledsoe? Ça dépend des jours. Giannis, il a une équipe qui est vraiment moyenne à la base autour de lui, hein, mais il est tellement énorme. Il était MVP l'année dernière alors que Harden fait une saison légendaire. MVP, Harden sera pas loin aussi pour moi. Hein. Il suffit que Houston enchaîne pas mal de victoires. Il fait encore une saison folle en attaque, Harden. Hein. Il est vraiment impressionnant. Après, faut aimer son style. Moi, il me fait vomir. 25 dribbles sous les jambes, step back, j'en peux plus. 1 lancer franc par match, j'en peux plus. Mais bon, après. Ok. On verra. On va voir ce que ça donne. Nous, tu sais qu'on est vachement basé français. Pour toi, quel est le meilleur joueur français de la saison pour l'instant? Moi, je pense que c'est évident, c'est Evan Fournier pour le début de saison. On pouvait s'attendre à peut-être un Gobert qui passe un cap, mais il stagne un petit peu, voire il régresse un peu avec une équipe d'Utah qui a mal commencé sa saison avec un Conley qui est catastrophique. On aurait pu penser qu'avec un Conley qui est habitué à jouer avec du Gasol, même s'ils n'ont pas du tout le même style, parce que Conley avait joué aussi avec Greg Oden quand il était jeune, on aurait pu penser que ça aurait pu aider le jeu de Gobert pour lui donner quelques paniers faciles, vu que Donovan Mitchell en lâche pas une. Au final, Gobert, il a peu de ballons, il fait que de la défense. Donc, et de l'autre côté, on a Fournier qui éclate vraiment, il est impressionnant. Surtout là, depuis quelques matchs, depuis que Vucevic n'est pas là, il est bluffant vraiment. Moi, j'ai fait mes classements top 5, top 10 par poste. Fournier à la base, c'est pas évident son poste parce qu'à la base c'est un poste 2, mais il joue beaucoup 3 cette saison parce qu'il joue souvent avec Markel Fultz qui explose et DJ Augustin aussi. Donc après il est obligé de jouer un peu 3 et il est vraiment très très bon. Et j'étais en train de réfléchir dans le top 10 actuel, hein, à l'heure actuelle, dans le top 10, moi je le mets.
dans le top 10 des ailiers, parce que il joue parfois, de toute façon, arrière-ailier, ça peut se ressembler, hein, des joueurs comme DeRozan, comme Jaylen Brown, c'est des postes bâtards un petit peu. Mais moi, Fournier, il est impressionnant. Et puis je regardais tout à l'heure la stat, quand vous m'avez dit qu'on allait parler de ça. Fournier, c'est un des 8 joueurs, hein, ils sont que 8 extérieurs en NBA, à mettre plus de 18 points et à shooter plus de 48% à l'adresse. Et quand tu regardes les joueurs qui sont avec lui, alors j'ai noté ça, c'est impressionnant. Gordon Hayward, Jaylen Brown, Devin Booker, Brandon Ingram, Tobias Harris, DeMar DeRozan, LeBron James, Fournier et TJ Warren. TJ Warren, c'est un peu différent, vraiment le joueur qui joue tout pour l'attaque, mais Fournier, il a beaucoup plus de responsabilités, donc il est quand même avec des gros joueurs, c'est plus simplement un role player, ça devient un vrai bon joueur, Fournier. Hein. Oui, un vrai leader, ouais. Moi, c'est ce que j'ai trouvé cette année. Il a décidé d'être autre chose qu'un bon joueur d'une équipe, mais d'être un des leaders de son équipe, et c'est agréable. Ah bah c'est clair, puis on voit qu'il peut jouer en patron, hein. Des fois, c'est pas prendre des shoots quand il va prendre des shoots, il va être patient, puis quand il faut répondre présent, il va essayer d'être là, et mine de rien, depuis que Vucevic n'est pas là, il a vraiment explosé, et s'il joue aussi bien quand Vucevic revient, je pense que cette équipe d'Orlando, parce qu'en début de saison on attendait des bonnes choses d'eux, puisqu'il avait fait une bonne fin de saison l'année dernière, avec en plus Markelle Fultz qui est vraiment top, lui j'aime vraiment beaucoup. Je pense que cette équipe peut être intéressante, hein, avec Jonathan Isaac qui fait une bonne saison aussi, donc Fournier MVP français pour moi. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Écoute Dom, merci beaucoup, ça a été un plaisir de discuter avec toi, donc on te remercie beaucoup, on remettra de toute façon dans la description et puis à l'image ta chaîne YouTube, ton Twitter et comment te retrouver. Et donc de toute façon c'est tous les soirs de semaine sur YouTube si vous voulez voir Dom parler NBA. Donc encore merci beaucoup, merci Simon d'avoir été là. Merci. Et si tu as un petit mot de la fin Dom pour finir la vidéo. Bold, don't lie, tout simplement. Allez, salut les Frenchies. Ouais les gars.